Donc on enchaîne sur le dossier 3 qui concerne une femme de 45 ans qui est adressée aux urgences ophtalmologiques pour une baisse de l'acuité visuelle brutale. Quand on creuse un petit peu, on retrouve qu'elle rapporte des céphalées, des douleurs articulaires et des sueurs. La question 1 vous dit que l'examen ophtalmologique est incomplet. Effectivement, il a comporté une prise de l'acuité visuelle, une pression intraoculaire et un fond d'œil. Et 2 examens sont indispensables pour aller plus loin dans le diagnostic de cette baisse d'acuité visuelle. Il s'agit évidemment du champ visuel de Goldman et du test de Lancaster qui va rechercher une paralysie oculomotrice. Nous allons donc passer à la question 2 où vous voyez apparaître l'iconographie qui correspond à un champ visuel de Goldman. On remarque une quadranopsie bitemporale supérieure, comme vous le voyez ici. Les 3 isoptères centraux n'ont pas la forme ovale habituelle, ce qui correspond à une quadranopsie bitemporale, donc des 2 côtés, du côté temporal du champ visuel, et supérieure, puisque c'est sur la partie supérieure du champ visuel, avec une exclusion de la tache aveugle. Cette atteinte est typique du syndrome chiasmatique et soulève donc des hypothèses suivantes. Un adénome hypophysaire qui est le diagnostic par argument de fréquence, qui peut être sécrétant ou non sécrétant. 2. Un processus extensif de la selle turcique, crânio-pharyngio, méningiome, ou plus rarement épandymome, gliome, etc. Ou quelque chose qu'il faut toujours éliminer, l'anévrisme de la carotide interne. Donc à la question 3, on vous dit que votre hypothèse principale est confirmée. Comme je vous l'ai dit juste avant, l'hypothèse principale est évidemment un adénome hypophysaire, puisque c'est l'hypothèse la plus fréquente. Donc qu'est-ce qu'on recherche à l'examen clinique en faveur de l'une ou l'autre des étiologies, donc de l'une ou l'autre des différents adénomes hypophysaires, sécrétants ou non sécrétants. Donc en faveur d'un adénome sécrétant, on va rechercher des signes d'hypersécrétion hypophysaire. Donc je vous rappelle qu'il y a plusieurs hormones sécrétées au niveau de l'hypophyse. Donc l'AGH, qui serait on serait face à un adénome somatotrope avec une hypersécrétion de GH. Donc les signes à rechercher sont les signes d'évolutivité, donc l'existence d'une sécrétion de GH active, qui sont les sueurs, les douleurs articulaires, les céphalées, l'existence d'une dysmorphie du visage, des extrémités. Donc ça, c'est ce que la GH va faire, et surtout l'IGF-1 va faire directement sur les organes, donc le prognatisme, le trouble de l'articulé dentaire, l'hyperpneumisation des sinus frontaux, les extrémités avec un élargissement des mains, des pieds, une peau qui est épaisse, les doigts qui sont boudinés, un épaississement du coussinet plantaire, la viscéromégalie avec le goitre, le dolichocolon, etc. Ensuite, vous avez l'infiltration des muqueuses, l'hypoacousie, le syndrome des apnées du sommeil, et enfin l'hypertension. Donc ça, c'est tout ce qui est en faveur d'une hypersécrétion de GH. On peut être aussi face à un adénome qui fabrique du cortisol, donc qui va être à l'origine de ce qu'on appelle un syndrome de Cushing, qui est donc le syndrome secondaire à l'hypercortisolisme. L'hypercortisolisme va être à l'origine d'un hypercatabolisme protéique qui se manifeste par une atrophie cutanée et une amyotrophie. On va aussi retrouver un syndrome dysmorphique avec une répartition fascio-tronculaire des graisses, une obésité qui va être androïde, la survenue de la bosse de bison, mais aussi des signes psychiatriques, dépression, délire aigu, agressivité. Et enfin, le cortisol va avoir un effet d'inhibition de l'axe gonadotrope et donc être à l'origine d'une aménorrhée, d'un hirsutisme, d'une hyperséborrhée, d'une alopécie. Et tout comme dans l'hypersécrétion de GH, on va retrouver une hypertension artérielle. L'adénome peut être aussi sécrétant de la prolactine. L'hypersécrétion de prolactine va avoir comme traduction clinique une galactorrhée qui peut être spontanée ou provoquée, des troubles des cycles avec une spadioménorrhée ou une aménorrhée, et tout ceci sans bouffée de chaleur puisque c'est une origine centrale à l'aménorrhée. Enfin, et beaucoup plus rarement, l'adénome peut être sécréteur de TSH. Dans ces cas-là, on va avoir les signes de l'hyperthyroïdie. Vous pouvez être aussi face à un adénome sécrétant et suffisamment étendu pour empêcher la sécrétion des autres axes, ou avoir un adénome non sécrétant qui va empêcher la sécrétion des hormones hypophysaires. Il va donc falloir rechercher des signes d'insuffisance antihypophysaire d'un ou de plusieurs axes. Et donc rechercher un déficit thyréotrope, là vous allez être face au signe de l'hypothyroïdie,
Un déficit gonadotrope, donc avec l'aménorrhée secondaire sans bouffée de chaleur comme tout à l'heure, mais une peau fine, une dépilation des cheveux fins. Un déficit corticotrope, donc comme on le disait au dossier 1, dans le déficit corticotrope, la symptomatologie est très difficile à retrouver et on a principalement une asthénie, surtout pas de mélanodermie. Et enfin, les déficits somatotropes et lactotropes qui n'ont pas de traduction clinique en dehors du postpartum. Enfin, puisqu'on est face à une tumeur au niveau de l'hypophyse qui est déjà à l'origine d'un syndrome chiasmatique, on va rechercher d'autres signes de syndrome tumoral, donc des signes d'hypertension intracrânienne, céphalée, matinale, vomissement, et aussi des signes de syndrome caverneux, donc une extension de la tumeur au niveau du sinus caverneux qui va être à l'origine de paralysie oculomotrice et de diplopie. Nous passons donc à la question 4 où on vous demande quels vont être les bilans hormonaux qui vont permettre de faire la part des choses entre ces différentes étiologies et quel examen radiologique il faut prescrire. Donc quand vous êtes face à une pathologie hypophysaire, l'examen radiologique à faire est toujours le même. Il s'agit d'une IRM en séquence T1, T2 et T1 plus gadolinium, coupe frontale et sagittale. Ça doit être fait en urgence puisqu'on est face à une baisse brutale de l'acuité visuelle. Dans tous les cas de baisse brutale de l'acuité visuelle, cette imagerie va s'accompagner d'un autre bilan à faire en urgence qui est le dosage de la prolactine. Pourquoi ce dosage doit être fait en urgence? Car si la prolactine est élevée, si on est face à un macroprolactinome, un macroadénome à prolactine, c'est le seul cas où ce ne sera pas une urgence neurochirurgicale puisqu'on a un traitement médicamenteux extrêmement efficace de l'adénome à prolactine. Donc face à une suspicion d'adénome hypophysaire avec baisse brutale de l'acuité visuelle, 2 examens à faire en urgence, l'IRM et la prolactine. Si la prolactine est normale et qu'on retrouve effectivement un adénome compressif à l'IRM, c'est une urgence neurochirurgicale. Si la prolactine est élevée et qu'on a toujours cet adénome comprimant le chiasma, le traitement il va être médical par du Dostinex. Il va aussi falloir explorer les autres axes. Donc on va rechercher des hypersécrétions et des insuffisances. Prenons chaque axe l'un après l'autre. Donc on va explorer l'axe gonadotrope. Pour explorer l'axe gonadotrope, ce sont des dosages uniquement statiques. Donc on va doser la FSH, la LH et le stradiol, avec un dosage en plus de ce qu'on appelle la sous-unité alpha, qui est la sous-unité commune à la FSH, la LH et la TSH, parce que souvent dans les adénomes gonadotropes, la sous-unité alpha est synthétisée alors que les hormones complètes ne sont pas synthétisées. L'adénome gonadotrope est souvent un adénome non fonctionnel. On va aussi explorer l'axe somatotrope. Donc tant qu'on n'a pas d'argument pour s'orienter vers une acromégalie, l'exploration de l'axe somatotrope sera un dosage de l'IGF-1 et de la GH de base. On va explorer l'axe thyréotrope, donc encore une fois, ce ne sont que des dosages statiques, TSH, T3, T4. C'est pour l'exploration de l'axe corticotrope qu'on va utiliser les dosages, les stimulations et les freinations. Donc pour rechercher une hypersécrétion de cortisol, on fait un dosage du cortisol libre TH et ce qu'on appelle un freinage minute, c'est-à-dire que vous donnez 2 comprimés de dexaméthasone à minuit et on fait le dosage du cortisol à 8 heures pour vérifier si la synthèse de cortisol est bien freinée par la dexaméthasone qui a été donnée la nuit. Donc ça, c'est pour rechercher une hypersécrétion de cortisol, car cet adénome peut sécréter du cortisol. On va rechercher aussi une insuffisance corticotrope. Donc est-ce que cet adénome, ce macroadénome, a un retentissement sur les cellules corticotropes et entraîne une insuffisance corticotrope? Comme je vous le disais au dossier 1, le dépistage de l'insuffisance corticotrope peut se faire par le test au synectène, en sachant que dans l'insuffisance corticotrope, il y a très souvent des faux positifs du synectène et que donc les tests de référence sont l'hypoglycémie insulinique ou la métopyrone. Enfin, petite subtilité, on fera un bilan phosphocalcique pour rechercher des arguments en faveur d'une néoplasie endocrinienne de type 1. À la question 3, vous voyez apparaître donc l'icono suivante. Il s'agit d'une IRM hypophysaire en coupe frontale, séquence T1 sans injection de gadolinium. On vous dit par ailleurs que la patiente a récemment changé de pointure et qu'elle ne peut plus porter son alliance. Quel est le diagnostic? Il s'agit évidemment d'un macroadénome somatotrope ou acromégalie. Comme on peut le voir ici sur l'IRM, vous voyez une tumeur très extensive de la selle turcique
qui ne prend pas le contraste, qui comprime le chiasma et qui envahit les sinus caverneux à droite et à gauche. En dessous, vous voyez le sinus sphénoïdal. Ceci associé à la symptomatologie évoquée, il s'agit donc d'une acromégalie secondaire à un macroadénome hypophysaire. Cette acromégalie est compliquée d'une compression du chiasma optique, comme on le voit ici, et d'une hypertension artérielle. Pour confirmer ce diagnostic, le bilan hormonal qu'il va falloir faire est un bilan de freination. Il s'agit donc d'un dosage de l'AGH sous HGPO, donc sous hyperglycémie provoquée par voie orale. À la question 6, on vous dit que le diagnostic est confirmé. Il s'agit donc bien d'une acromégalie. On vous demande quels sont les 5 types de complications que vous redoutez. Si vous classez ces complications par ces grands types, vous n'oublierez jamais aucune des complications. On a les complications cardiovasculaires, donc l'hypertension artérielle, qu'on a déjà mis en évidence, et qui peut être à l'origine d'une cardiopathie hypertrophique. On va aussi avoir une augmentation des facteurs de risque cardiovasculaire, des troubles du rythme, voire une insuffisance cardiaque. Vous avez ensuite tout ce qui est néoplasique, avec en premier lieu évidemment le risque du cancer du côlon. Les complications métaboliques avec l'intolérance au glucose, voire le diabète secondaire. L'acromégalie fait partie des 3 étiologies endocriniennes de diabète. Vous avez toutes les complications phosphocalciques, puisque l'hypersécrétion de GH va être à l'origine d'une hypercalciurie, donc une augmentation de l'excrétion urinaire de calcium et une hyperphosphatémie. Ces 2 anomalies de bilan phosphocalcique sont à l'origine d'une augmentation des lithiases rénales et à l'origine d'une néphrocalcinose. Enfin, vous avez les complications qui sont secondaires à l'infiltration des muqueuses et à la dysmorphie, avec principalement des arthropathies, les patients ont des canaux lombaires rétrécis très fréquemment, ou des pathologies articulaires, le syndrome des apnées du sommeil et le syndrome du canal carpien. Quel est le lien entre acromégalie et cancer du côlon ? Le cancer du côlon est 2 à 3 fois plus fréquent au cours de l'acromégalie que dans la population générale. C'est probablement dû au fait que l'hormone de croissance stimule la prolifération cellulaire. Après, pourquoi est-ce que ça stimule plutôt les cancers du côlon que les autres cancers, ça on ne sait pas. Est-il vrai que les adénomes à prolactine et à GH sont souvent liés ? Alors, ce ne sont pas les adénomes à prolactine et à GH qui sont liés, mais ce qu'on appelle les adénomes mixtes, donc des adénomes qui vont comporter des cellules lactotropes et des cellules somatotropes. Les adénomes mixtes les plus fréquents sont effectivement les adénomes mixtes GH-prolactine. On trouve aussi parfois des adénomes mixtes GH-TSH. Les autres adénomes mixtes n'existent pas ou sont extrêmement rares. Pourquoi est-ce qu'ils sont particulièrement liés ? Ça aussi on ne sait pas précisément. Il est possible qu'il y ait un facteur de transcription commun dans le développement des cellules hypophysaires lactotropes et somatotropes, mais on n'a pas plus de détails. Et la prise en charge thérapeutique des adénomes est-elle au programme de l'ECN ? Non, si vous regardez le programme de l'ECN, la prise en charge thérapeutique n'est pas au programme.